Que se passe-t-il dans nos services de renseignement? Que se passe-t-il autour de cette ahurissante affaire que nous vous avons révélée aujourd'hui sur iTélé, que vous nous avez révélée, Jean-Michel de Cugis, avec les enquêteurs du service police-justice d'iTélé? On va en parler avec vous et avec l'avocat d'un des djihadistes rentrés en France. Il est en direct avec nous de Toulouse. Vous entendrez aussi la réaction de l'avocate de la mère d'Ibn Ziaten, l'une des victimes de Mohamed Merah, dont 2 des djihadistes au moins étaient proches. Bonsoir, Samia Maktouf. Rappel des faits d'abord, si vous le voulez bien. Le ministère de l'Intérieur a affirmé aujourd'hui avoir arrêté 3 djihadistes de retour de Syrie, 3 personnes liées à Mohamed Merah. L'un est le mari de sa sœur, l'autre un de ses amis d'enfance, condamné en 2008 dans une affaire de filière djihadiste. Le troisième est un converti qui aurait eu aussi des liens avec une autre filière dans laquelle gravitaient des proches de Merah. Problème, apparemment, les 3 personnes n'ont pas été arrêtées. C'est ce qu'on a pu vérifier, c'est ce qu'a pu vérifier notre correspondant iTélé à Toulouse. Il était avec l'un des avocats qui a tout simplement appelé son client. Écoutez, c'est assez surréaliste. On a passé la douane, on a montré le passeport, on a tout montré en fait, c'est ça qui est étonnant en fait. C'est qu'on ne comprend pas pourquoi on dit ce matin qu'on est en garde à vue, ensuite maintenant qu'on est en Turquie, alors que la réalité c'est qu'on est en France. La réalité c'est qu'on est en France, c'est que là actuellement, si maintenant on nous dit qu'il faut qu'on se rende à la police, on va se rendre à la police, il n'y a pas de problème. Au niveau de ça, il n'y a pas du tout de problème. Et maintenant, moi je ne comprends pas trop ce qui se passe. Aucun policier est venu nous accueillir à l'aéroport. Tellement même nous, ça nous a étonnés. Alors qu'on s'était dit dans notre tête que ça y est, ils allaient nous attraper, on allait être en garde à vue. Alors que non, rien, personne n'est venu nous chercher. Et tellement même avec les collègues, on posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est un commentaire ou quoi? Autre témoignage en direct ce soir sur iTélé, celui de l'avocat du mari de la sœur de Mohamed Merah, Souad Merah. Bonsoir, maître Pierre Le Bonjour. Vous êtes en direct avec nous de Toulouse. Il est où votre client ce soir? On a entendu l'un de ses amis parler au téléphone. Il est où? Vous lui avez parlé? Alors, moi, je ne lui ai pas encore parlé. Il est en France, ça, on est d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. Normalement, il devrait rejoindre la région toulousaine pour retrouver ses proches et attendre de voir ce qui se passe au niveau justice. Il est prêt à se rendre, comme semble l'avoir dit l'autre personne qui était dans cette affaire. Ah oui, absolument. Les 3 personnes concernées par cette histoire, là, sont sans ambiguïté. Ils sont prêts à répondre aux convocations de la justice. Ils sont prêts à répondre aux questions qu'on pourra leur poser. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Ils ne sont pas partis en fuite. Ils ne se cachent pas. Ils sont simplement de retour. Et ils sont de retour dans un contexte que vous avez rappelé, qui est assez mélangé, compliqué ou embrouillé. Pour essayer de savoir où ils sont ce soir, j'imagine que le ministère de l'Intérieur a fait comme nous. Il a appelé les avocats. Vous, par exemple, vous avez reçu un coup de téléphone du ministère de l'Intérieur qui vous demandait où était votre client? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Les seuls contacts qu'on a pu avoir, c'est donc mon confrère Dunac avec son client qui était avec les 2 autres. On n'a pas eu de questions, on n'a pas eu de renseignements. La seule chose que l'on a eu, je crois comme vous, on a dû attendre 21 heures pour avoir une position officielle du ministère de l'Intérieur où l'on apprend qu'il y aurait un mandat d'amener délivré par un juge d'instruction. Moi, je suis pas au courant de ça. Je sais pas quand est-ce que ce mandat a été délivré, ni dans quel cadre. De tout ça, on ne sait rien et aucune autorité nous a convoqués pour nous dire officiellement il est exact que l'on souhaite entendre vos clients, qu'ils se présentent à droite ou à gauche, rien du tout de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce micmac, l'annonce de cette arrestation ce matin, fausse arrestation puisqu'on sait maintenant qu'elle n'a pas eu lieu? Alors effectivement, le vrai problème, il est là. On a 3 personnes qui sont repérées, surveillées, identifiées. Vous avez rappelé le profil des uns et des autres. On sait que depuis au moins le mois de février, ils sont sous surveillance. On sait que depuis 3 semaines, 1 mois, ils sont retenus en Turquie dans le cadre d'un centre de rétention. On sait qu'ils doivent revenir en France et on le sait depuis plusieurs jours. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Ils n'arrivent pas. Ils arrivent, mais on ne le sait pas. On va raconter dans un premier temps une information qui est manifestement fausse, dont nous, avocats, on va avoir très directement la confirmation de la fausseté de cette information. Mais pour autant, il faudra attendre 4 heures ou 5 heures plus tard pour avoir une position officielle. Dans l'intervalle, vos confrères journalistes nous demandaient à nous, avocats, si c'était bien vrai, si cette histoire était bien vraie, parce que ce n'était pas possible tout simplement. Au jour d'aujourd'hui, à ce moment-là, moi on ne peut pas expliquer, j'ai vu le communiqué et il n'explique rien. Hein. Alors, est-ce que votre client a eu le temps de vous dire, puisque ça fait quelques semaines maintenant apparemment qu'ils ont été arrêtés par les autorités turques, est-ce qu'il a eu le temps de vous raconter comment ça s'est passé, cette sortie de Syrie, ce qu'ils ont fait là-bas concrètement ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que de toute manière, là pour l'instant, je ne pense pas que l'information soit là-dessus. Il s'expliquera s'il y a besoin et si on le lui demande au service de police. Pour l'instant, voilà, je n'ai pas d'informations particulières à vous donner là-dessus. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont quitté la Syrie ? Je crois que l'information du soir ou du jour, c'est que... Pourquoi ils ont quitté la Syrie et pourquoi ils ont décidé de rentrer en France ? Et c'est contesté et pour l'instant... Alors... La raison pour laquelle ils ont quitté la Syrie, ils n'ont pas voulu la donner pour l'instant. Donc c'est pas moi qui vais la donner. La raison pour laquelle ils ont voulu revenir absolument en France, c'est qu'en réalité, ils ont contacté mon confrère Dunac en particulier, qui a lui-même contacté l'ambassade de France, parce qu'il ne voulait pas être refoulé par la Turquie vers la Syrie, mais qu'il voulait absolument rentrer vers la France. Voilà. Donc c'était une démarche volontaire. C'est quand même important de répondre à cette question autant que vous le puissiez, bien sûr, maître, parce que les Français qui nous regardent se demandent est-ce qu'aujourd'hui il y a 3 personnes dangereuses sur notre territoire ? Est-ce qu'ils sont revenus parce qu'ils ont été écœurés, parce qu'ils ont vu là-bas et auquel cas on peut imaginer qu'ils vont s'en expliquer, ou est-ce qu'ils sont revenus parce qu'ils ont décidé de poursuivre ce combat ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Alors, ce qui est certain, c'est que leur démarche ne souffre pas de contestation. Ils ont voulu volontairement rentrer en France et ils ont tout fait pour, via les autorités turques et via l'ambassade de France. Ce ne sont pas des gens qui se sont cachés ou qui voulaient rallier la France de façon détournée ou obscure, du tout. À partir de là, bien sûr, qu'on peut se demander s'ils étaient vraiment dangereux, est-ce que c'était la meilleure façon de rentrer, au vu et au su de tout le monde. Je pense que ce qui s'est passé cet après-midi ne pouvait pas être prévisible, et encore moins par eux. Merci, Maître Pierre Lebonjour, d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct ce soir sur iTélé. Jean-Michel, vous êtes à l'origine de ces informations qu'on a révélées sur iTélé avec votre service, avec nos enquêteurs. Comment est-ce qu'on explique ce micmac ? Un micmac, au départ, nous, on a une information donc, qui est étrangère au service de police, de renseignement, qui nous dit que donc 3 djihadistes présumés vont arriver par l'avion de 11h d'Istanbul. On contacte la place Beauvau, qui nous confirme ces informations et qui nous dit qu'ils ont été finalement interpellés, puis placés en garde à vue au sein de la Direction générale de la sécurité intérieure. Donc, premier couac, mauvaise communication. Vous imaginez qu'ils vous disent ça parce que comme vous avez l'information, ils se disent il ne faut pas qu'on passe, entre guillemets, pour... Non, voilà. C'est une information dont on savait que c'est ce qu'il a dit, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des noms connus. Le mari de Souane Mera, qui, en mai dernier, je le rappelle, est parti vers la Syrie pour faire le djihad, avec une polémique à la clé, puisque le ministre de l'Intérieur avait dû se justifier. En disant comment on a laissé partir Souane Mera. Voilà, et en disant qu'elle serait interpellée à son retour. Là, son mari rentre, et il puis, pas interpellé. Et pour l'instant, il est dans la nature. Donc, vraiment un couac. Bon, quand on lit effectivement le communiqué qui est censé expliquer c'est raté, c'est couac, c'est assez lénifiant. Justement, pardon, je vous coupe. On regarde pour nos téléspectateurs qui ne l'ont pas encore vu, ce communiqué, il est tombé tout à l'heure. On a eu 3 heures de silence d'ailleurs. Ils ne savaient pas quoi dire, semble-t-il, au ministère de l'Intérieur. Et là, ils expliquent ce soir, finalement, après ce long silence, que les services français ont été informés d'un changement de vol après l'arrivée de l'appareil sur le sol français. L'appareil qui devait arriver à Orly est finalement arrivé à Roissy. C'était un 2e vol. Du coup, eh bien, ils ont raté ces 3 djihadistes présumés. Ça ne dit pas pourquoi ils disent qu'ils les avaient arrêtés le matin. Ça ne dit pas non plus pourquoi ils n'ont pas communiqué avec les autorités turques, voyant qu'ils n'étaient pas dans le premier vol. Il y a un couac, on comprend bien qu'il y a un couac entre de mauvaise communication, mauvaise coopération entre les autorités turques et les autorités françaises. On a 3 djihadistes présumés vraiment connus des services de renseignement français et forcément turcs. Et puis, donc, ils ne peuvent pas prendre ce premier avion dans lequel on les attend. Et ils partent vers Marseille, on les envoie vers Marseille. Et les autorités turques oublient de prévenir les autorités françaises. Donc un truc insensé. On sait à quel point la coopération entre la Turquie et les services de renseignement turcs et les services de renseignement français est importante, puisque la Turquie est la porte d'entrée et de sortie des djihadistes, des apprentis djihadistes. Donc là, il y a un énorme couac. Et puis le deuxième couac, qui est beaucoup plus inquiétant. Alors là, on a de nouvelles informations, je vais les dire. Ils passent avec leur passeport. Ils arrivent à Marseille. À l'aéroport, bon, personne pour les attendre, ça on a bien compris, mais passe les filtres des douanes et le filtre de la police de l'air et des frontières. Normalement, le passeport, ça aurait dû sonner de tous les côtés. Là, on apprend de sources policières, mais de plusieurs sources policières différentes, que le fichier
Keops, le système de circulation hiérarchisé des enregistrements opérationnels de la police sécurisée, qui enregistre et qui englobe tous les fichiers de la police, recherche de voitures, de vol de voitures, de cambrioleurs, enfin, tous les fichiers, et à commencer par les recherches du terroriste, ne fonctionnait pas, était en panne, on ne sait pas combien d'heures, généralisé sur la France entière. Et ça, c'est une nouvelle information que vous nous apportez à l'instant sur ce plateau. Une réaction, maître Samia Maktouf. Je rappelle que vous êtes l'avocate de la mère d'Ibn Ziaten, qui était une des victimes de Mohamed Merah. Vous lui avez parlé aujourd'hui au téléphone ? Oui, bien sûr. C'est pour ça que je voudrais commencer par avoir une pensée pour ma cliente, Madame Ibn Ziaten, la maman de la première victime de Mohamed Merah, et à travers elle, l'ensemble des familles des victimes qui ont aujourd'hui passé une journée éprouvante. Elle est effondrée, bien entendu. Aujourd'hui, ce qu'elle demande, ce que nous demandons tous, c'est une explication. Il faut que le ministre de l'Intérieur s'explique. Parce qu'on ne peut pas jouer avec les nerfs des familles, des victimes. Sur le fond, en tant qu'avocate, vous êtes étonnée, j'imagine, vous aussi, par tout ce qui s'est passé, vous l'imaginiez ? Mais écoutez, c'est la stupéfaction totale. Vous disiez tout à l'heure, vous parlez de 3 personnes dangereuses. Oui, aujourd'hui, en France, il y a 3 personnes dangereuses, terroristes, qualifiées en tant que telles par les services de police, qui dorment tranquillement dans leur lit. Tranquillement, voilà. Donc c'est extrêmement grave et il faut absolument une explication. Je rappelle tout de même que là, l'enquête piétine, qu'il s'agit de personnes extrêmement proches, ou des complices ou des menteurs, ou en tout cas des personnes qui ont fait preuve auprès des services de police par leur implication auprès de filières djihadistes qui ont été condamnées pour avoir financé, pour l'un d'entre eux, pour l'un d'entre eux, avoir financé des actions terroristes. Aujourd'hui, c'est la stupéfaction totale. Comment ces personnes-là aient pu échapper à la police? Nous sommes face à un nouveau dysfonctionnement qui, depuis le début de l'affaire Merah, nous n'avons pas arrêté de le dénoncer. Il nous faut une explication, c'est un dysfonctionnement intolérable. Pour vous, c'est la suite de ce que vous aviez à l'époque appelé les ratés de l'affaire Merah ? C'est une série de ratés dans cette affaire et je vois qu'elle continue. Je vois qu'aujourd'hui, nous avons avec nous en France des personnes extrêmement dangereuses qui sont totalement libres, à l'air libre. Et c'est ça le danger. Et c'est pour ça qu'il faut que le ministre de l'Intérieur s'explique aujourd'hui. Alors, vous réclamez des explications du ministre de l'Intérieur. Nous l'avons contacté pour l'heure. Il n'a pas souhaité venir sur ce plateau. On a aussi contacté plusieurs responsables, actuels et anciens, du renseignement. Ils n'ont pas voulu s'exprimer non plus. En off, ils nous ont expliqué qu'ils étaient totalement éberlués, qu'ils avaient même parfois, pour certains, disaient « on a honte de ce qui s'est passé » et donc nous ne viendrons pas le commenter ce soir. Seul commentaire politique de Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur. Il était mon invité. Cette information n'était pas prévue quand il avait accepté cette invitation. Écoutez sa réponse. C'est un cafouillage à la fois malheureux, bien sûr, et préoccupant. Et l'explication des avocats indiquant que ces djihadistes présumés, pour prendre les précautions habituelles, et ces djihadistes présumés étaient arrivés et étaient eux-mêmes surpris de ne pas être attendus, c'est un côté tristement comique si le sujet n'était pas aussi grave. Bon, j'imagine qu'il y aura une enquête qui sera diligentée et que les explications seront fournies, mais je vous dis, c'est un cafouillage, hélas, malheureux. Malheureux, les mots sont quand même un peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre. Est-ce qu'il est compréhensif parce qu'il connaît la difficulté du travail? Est-ce que c'est vraiment du jamais vu et que du coup il n'ose pas enfoncer les services? Comment vous analysez ça? Parce qu'il a connu lui-même des cafouillages malheureux. Il faut savoir qu'il y a quand même une information judiciaire qui est toujours ouverte sur les dysfonctionnements des services de renseignement dans l'affaire Merah, puisque l'affaire Merah a été fichée, surveillée et que on avait arrêté cette surveillance avant qu'ils commettent ces meurtres. Donc évidemment, on sait que en partie l'ancien directeur des renseignements, de la DCRI, puisqu'elle a été rebaptisée DGSI, justement parce qu'il y avait eu tellement de dysfonctionnement qu'il fallait au moins changer le nom et voire plus. Et là, on repart dans des défaillances, un système visiblement quand même
c'est inquiétant. Vous vouliez réagir ? Je suis désolée, je trouve que c'est un témoignage extrêmement modéré par rapport à l'ampleur et à la gravité des faits. Donc, est-ce que c'est une manière d'apaiser un peu, mais c'est extrêmement grave et c'est surréaliste. Donc, on ne peut pas se contenter d'expliquer expliquer cette situation et dire que c'est un travail... que c'est simplement un dysfonctionnement. C'est un dysfonctionnement, c'est la question, son état, mais il faut l'expliquer. C'est la question qu'on se pose ce soir, Jean-Michel. Est-ce que, j'allais dire, il y a eu un malheureux concours de circonstances, l'avion qui n'est pas le bon, les autorités turques qui n'appellent pas au bon moment, les Français qui oublient peut-être de leur demander où ils sont au bon moment, une panne informatique comme vous nous le disiez. Est-ce que c'est un concours de circonstances exceptionnel qui fait qu'on en arrive à là ce soir, ou est-ce que ça révèle quand même d'autres failles beaucoup plus inquiétantes ? Écoutez, il faut espérer que c'est un concours de circonstances. Maintenant, dans le contexte international actuel, ça fait tâche. Et forcément, il va falloir s'interroger sur ces dysfonctionnements parce que ce système qui tombe en panne visiblement pendant plusieurs heures et qui est sur toute la France, c'est quand même très inquiétant quand on parle tous les jours de la lutte contre le djihadisme, les dangers du terrorisme, et qu'on dit que la France n'a pas peur parce qu'elle est bien préparée. Est-ce qu'il faut prendre justement, est-ce qu'il faut continuer à croire ces chiffres officiels qui nous sont donnés encore aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur? 120 djihadistes de retour en France, nous dit-on, la plupart mis en examen, 55 incarcérés, tous les autres sont surveillés, nous assure-t-on. Quand on voit ça, on a du mal à imaginer que ça se passe vraiment comme ça? Non, les services sont assez, on ne va pas dire pessimistes, mais ils sont conscients qu'on ne peut pas surveiller tout le monde et que forcément, il peut avoir des gens qui passent à travers les failles du filet, les mailles du filet. Mais là, en l'occurrence, ceux-là ne devraient pas passer entre les mailles du filet parce qu'ils sont fichés, connus, condamnés, et ils ont été condamnés, etc. Et donc, là, ils sont bien répertoriés. Alors, si ceux-là, on les rate, alors qu'est-ce que ça va être des autres ? Merci Jean-Michel, merci Maître Maktouf d'être venu nous apporter votre analyse, votre expertise et votre regard sur cette affaire dont on vous a donc parlé sur iTélé, que l'on a révélé aujourd'hui. On attendra les explications du ministère de l'Intérieur.